Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au Nikon ZF. Un boîtier atypique avec un look rétro, inspiré d'anciens modèles de la marque et avec des tas de qualités qu'on va détailler ensemble. Eh bien, c'est parti pour le test. Alors on est en plein dans un look rétro qui va faire plaisir à beaucoup d'entre nous. C'est vrai qu'il est vraiment très beau cet appareil. Alors première chose vraiment importante, c'est qu'il n'est quand même pas si petit. J'ai fait rajouter la poignée parce que sans poignée le maintien est vraiment difficile. Moi je trouve que l'appareil glisse et on l'a pas bien en main. Cette poignée elle est assez pratique, un peu petite quand même, moi je ne mets que 3 doigts, et puis elle va diminuer l'accès à certaines commandes, comme par exemple la roulette avant, vous voyez elle est quand même beaucoup moins facile à manipuler, et puis d'un autre côté quand on est un peu comme ça avec les 3 doigts sur la poignée, pour venir actionner le déclencheur, eh bien, il faut presque lâcher ou en tout cas remonter sa main, et ça c'est quand même pas des plus pratiques. D'un point de vue ergonomique, franchement c'est pas l'idéal. Ça va mieux pour le déclenchement vidéo parce que le déclenchement vidéo est beaucoup plus près ici que le déclenchement photo. Alors, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'ergonomie. J'ai pas vu beaucoup de personnes insister sur cette ergonomie dans les tests sur YouTube. Et pourtant, elle est quand même particulière, cette ergonomie. Première chose, on a ici la possibilité de choisir les modes. Mode PSAM, hein, bien sûr, comme on peut trouver sur tout appareil photo qui se respecte. Elle est quand même pas forcément si évidente que ça à utiliser. Moi, je trouve qu'elle est un peu petite. De la même façon, ici, quand on veut passer sur le mode photo, le mode vidéo, c'est très petit, c'est vraiment compliqué à utiliser. Enfin, pas compliqué, c'est pas ergonomique. Alors que par exemple sur un Z8, un Z9, vous avez ici cette même molette qui permet de passer du mode photo au mode vidéo. C'est tellement simple, tellement facile et tellement agréable à utiliser. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas repris ce même bouton. Alors certes, il ne faut pas faire trop de concessions par rapport à ce look rétro, mais bon, moi, j'ai pas trouvé ça agréable du tout. Autre point très intéressant, dans cette même petite tirette qui permet d'accéder au mode photo ou vidéo, vous avez un accès direct au mode noir et blanc, ici. Black and white, et alors ça c'est génial. Alors bien sûr on peut paramétrer un bouton quel qu'il soit sur un Z8 ou 9 pour accéder aussi à un mode noir et blanc, mais là c'est un accès vraiment instantané et qui redonne un grand plaisir à utiliser cet appareil en noir et blanc, parce que le noir et blanc est somptueux. Je vous mets quelques exemples à l'image, vous allez voir que c'est vraiment très beau, digne des meilleurs Leica que j'ai pu essayer en noir et blanc. Oui, franchement, je pense que la comparaison tient la route. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de ce boîtier qui donne envie de faire des photos et qui donne envie particulièrement de faire des photos en noir et blanc. Alors c'est un vrai plaisir parce que d'abord, on a aussi un viseur qui est vraiment de très belle qualité, qui est tout à fait comparable au Z8 ou au Z9. C'est quand même assez remarquable sur un appareil qui coûte beaucoup moins cher. Et puis le viseur externe est lumineux, il est vraiment là aussi agréable à utiliser, permet un bon contrôle des images que l'on prend, et c'est vraiment très sympa. Petite remarque en passant quand même, ce mode noir et blanc que j'aime beaucoup, eh bien lorsqu'on le choisit, on n'a pas de visualisation à travers le viseur du noir et blanc que l'on est en train de prendre. Si je choisis le mode noir et blanc, je reste en couleur. Alors je vais prendre une photo, voilà, et si je la visualise, elle est bien en noir et blanc, mais le viseur, lui, et l'écran arrière reste en couleur. C'est vraiment dommage. Alors que par contre, si je sélectionne avec cette maudite tirette, hop, voilà, si je sélectionne avec cette tirette le mode vidéo, et que j'ai sélectionné bien sûr le mode noir et blanc en vidéo, là, sur l'écran arrière ou dans le viseur, je suis en noir et blanc. Alors autre chose que je voulais absolument vous montrer, c'est la taille, parce qu'il ne faut pas croire que ce boîtier est si petit que cela. Il n'y a pas une grosse différence. Je dirais que dans les faits, vous avez à peu près le même gabarit, et c'est pas sur ce critère-là qu'on va faire une vraie différence. Le poids, il y a 200 grammes d'écart, là aussi c'est assez semblable, donc on est très loin d'un petit APS-C comme le Sony 6007 qui nous filme à l'heure actuelle. C'est certes un boîtier qu'on a bien en main, qui est agréable à manipuler, mais qui restera quand même relativement encombrant. En tout cas, on ne met pas ce boîtier-là dans une poche, qu'on peut le faire avec d'autres boîtiers plus petits et plus légers.
Alors au niveau des optiques, on a bien évidemment le choix dans toute la gamme Nikon, à la fois la monture Z ou éventuellement une monture F avec la bague FTZ. Alors on peut choisir bien sûr le 40 qui ouvre à 2 avec son petit look rétro qui est très sympa. Il existe d'ailleurs en deux versions, hein, ce 40, avec ce look un peu rétro ou un look plus actuel des autres optiques Z. Je le trouve très agréable ce petit 40 mm. C'est une focale qui correspond parfaitement à l'usage de ce ZF avec de la street photo, avec du reportage léger, avec même du portrait, c'est très très agréable. Il y a aussi un 28 dans le même look correspond parfaitement à l'usage de ce ZF. Le 26, toujours à ouverture f2.8, qui est très petit, en pancake, très très léger, et qui est un petit peu meilleur en qualité. J'ai fait quelques essais avec le 51.2 et je dois avouer que les résultats, en particulier en noir et blanc, m'ont comblé. Alors, autre énorme force de ce ZF, c'est qu'on a un module autofocus qui est le même que sur le Z8 ou le Z9. Oui, oui, vous entendez bien. Donc imaginez, c'est ce que j'ai toujours espéré sur les Z6 1, 2 et Z7 1 et 2, qui n'est pas arrivé, j'espère pour le Z6 3. Là, on a un boîtier un peu plus léger, un peu plus compact, même si c'est pas énorme, on l'a vu, qu'un Z8, et avec un autofocus qui fonctionne. Alors comme j'aime bien illustrer mes propos, vous le savez, j'ai fait donc des essais avec le 70-200 avec la pleine ouverture f2.8 à 200 mm, et vous allez voir que ça suit quand même vraiment bien. Alors, attention quand même, ce n'est pas tout à fait au niveau du Z8 ou du Z9. J'ai quand même rencontré quelques situations avec des petits écarts de mise au point. Là, sur ce cycliste qui arrivait quand même relativement vite, vous allez voir que c'est plutôt bien. On peut avoir vraiment un suivi très très bon. Là, le cycliste se rapproche quand même vraiment très très près. On n'est pas très très loin de la limite de mise au point du 70-200. Et jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la limite, là on est juste à la limite de mise au point. Vous voyez, le cycliste est à 2 mètres à peu près de moi, eh bien on a quelque chose qui a parfaitement suivi. Pour être honnête, ça n'a pas été le cas dans absolument toutes les situations que j'ai rencontrées. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Vous allez voir qu'il y a des fois des petites variations. C'est un petit peu moins performant que le Z8 ou le Z9, mais beaucoup plus que le Z6 ou le Z7, que ce soit la première ou deuxième itération. Deuxième situation, je change de sujet et j'ai bien sûr changé aussi de mode AF et j'ai sélectionné le mode animaux. Avec ce petit chien qui arrive vers moi en courant, alors c'est pas non plus un foot de guerre, ce petit chien, il courait pas à 45 km/h, hein, c'était quand même relativement lent. Et alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que plus le sujet se rapproche de l'opérateur et plus il devient grand dans le cadre. Et là encore, les algorithmes Nikon que l'on connaît bien à cette caractéristique, et ben plus bien sûr le suivi est bon. Voilà, là c'est parfaitement net, la photo est très très bonne et vous allez voir que ça suit, y compris lorsqu'on est très très près, jusqu'à pratiquement la limite de mise au point de l'objectif, et bien là ça devient parfait et le suivi est très bon. Autre situation classique, ce jeune homme fait de la trottinette et va s'éloigner progressivement de moi, et normalement j'aurais aimé que la F considère que ça c'est une forme humaine, que là il y a un visage et qu'il suive le visage. Et là si j'agrandis, on s'aperçoit que sa capuche est parfaitement nette et que lui ne l'est pas tout à fait. Donc ça c'est aussi une erreur de l'algorithme. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je fais défiler les images, eh bien on reste un peu sur cette situation. Là, une capuche encore une fois nette et un visage qui l'est qu'à moitié. Donc c'est pas tout à fait ce que j'attends d'un AF de 2024 très performant. Alors heureusement de face, ça va quand même beaucoup mieux. L'algorithme arrive à reconnaître plus facilement les visages et on a un suivi qui est vraiment efficace. Là, on a 2 joggers. Alors, j'avais choisi la personne de gauche sur la visée AF. Et là, on va s'apercevoir que ça suit quand même vraiment bien. On a quand même quelque chose qui est tout à fait exploitable, même si la vitesse n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est parfaitement net. On a quelque chose qui est vraiment bon, avec un suivi qui reste parfait, y compris très très près de l'opérateur. Une nouvelle fois, vous voyez que là, on a une vraie différence par rapport aux Z6 et aux Z7. Même si, je vous le conseille d'une nouvelle fois, je préfère le Z8 au niveau de la vitesse d'AF. Disons qu'on va dire que le ZF s'en sort très bien. Je dirais que dans les situations les plus courantes, il n'y aura aucun souci. Si vous êtes extrêmement pointu en sport ou en animalier très rapide, je vous conseille quand même de vous intéresser d'un peu plus près au Z8 ou au Z9 qui vous donnera quand même, je pense, de meilleurs résultats.
Alors une drôle de question que je me suis posée, est-ce que je peux faire du vlog avec le Nikon ZF et le 40 mm f2? Alors bon, vous voyez que là je suis à bout de bras, alors c'est sûr c'est un très gros plan, hein. Il faudrait prendre une focale beaucoup plus grande pour pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant, mais bon, malgré tout, ça permet de faire quand même un petit rendu sympa avec un arrière-plan très flouté. Alors je suis à f2, bien sûr, à la pleine ouverture, c'est ce qui est intéressant sur cet objectif, et puis on a quand même toujours ce rendu noir et blanc aussi sympathique. Alors qu'est-ce que ça donne en stabilisation? Alors je vais essayer de marcher un petit peu comme ça avec mon appareil tendu à bout de bras. Voilà ce que ça peut donner. La stab est quand même pas mal. Bon, alors bien sûr à bout de bras c'est quand même un peu moins évident. Je vais vous montrer la même chose lorsque je tiens l'appareil à deux mains. Vous allez voir qu'on peut faire des plans stabilisés simplement avec le capteur de cet appareil photo qui a quand même une stabilisation assez intéressante. Alors voilà le même plan, donc je marche de la même façon, mais je tiens l'appareil à deux mains. Et vous voyez quand même qu'on peut avoir ces petites séquences vidéo, y compris à main levée. Bon, alors bien sûr, un gimbal serait encore plus efficace, mais ça peut sauver la mise dans certains cas. Je dirais que c'est encore utilisable. Alors il est clair qu'avec une focale plus adaptée, là j'ai pris le 14-30 à 14 mm, on a une stabilisation qui est beaucoup plus exploitable, puisque là j'ai mis en route la stabilisation active du boîtier simplement, et que les images sont tout à fait intéressantes et utiles dans un reportage. J'ai mis le 24-200 sur le ZF, donc à 50 mm à la pleine ouverture, je suis au 50e au shutter. 4K 30 images par seconde à la pleine ouverture à 5.6. La même chose à 60 images par seconde qui provoque un crop dans cette configuration sur le ZF. Et voici l'image à 135 mm. Donc avec là du coup un arrière-plan qui est quand même bien flouté. En 4K 60, donc là c'est légèrement croppé. Je vous fais la même chose en 4K 30. Alors sans bouger, voici le 4K 30, vous voyez la différence un petit peu de cadrage. Et toujours en 4K 30, je me suis rapproché un petit peu de la cible pour vous donner à peu près le même écart de cadrage pour voir un peu la différence aussi de qualité entre un 30 images et un 60. De nouveau le 60, je me suis reculé pour avoir le même cadrage, pour avoir juste la différence de qualité entre le 30 et le 60. Donc le Z8 en H265 10 bits à 60 images par seconde, suréchantillonné à partir du 8K. Avec le 24-200 à 50 mm, ISO 1000 et au 1 centième au shutter. Alors exactement le même réglage, si ce n'est que je suis passé à la focale 135 mm à la pleine ouverture à 6.3. Avec le stabilisateur joue quand même bien son rôle. Je suis à main levée et on a un fondu d'arrière-plan qui est assez joli. Alors bien sûr, l'accès au H265 422 10 bits, y compris dans des fréquences d'image assez élevées, permet un maximum de qualité en vidéo. Vous voyez là, avec le 51.2, on a vraiment un rendu un petit peu cinématographique très agréable. On peut également bien sûr tourner en log et appliquer les luttes de son choix, et puis choisir ce noir et blanc que j'aime tant avec une qualité mais vraiment superlative, y compris en vidéo. Un point que vous attendez avec beaucoup d'impatience, je le sais, c'est la montée en sensibilité. On peut supposer qu'un ZF avec 24 millions de pixels sera plus à l'aise que d'autres boîtiers plus pixelisés. Alors voyons ça en détail un petit peu ensemble. Donc à gauche, je suis à 100 ISO, à droite à 200. On va agrandir un petit peu tout ça pour se rendre compte un petit peu plus précisément de ce qui se passe. Alors bien sûr 200 ISO, aucun problème, hein, c'est identique, je vous passe très rapidement 400, 800. 800 ISO c'est déjà un premier petit changement, on a une petite perte de définition, mais là je suis agrandi à 200%, une fois de plus l'image en taille normale est tout à fait exploitable telle qu'elle. 1600 ISO c'est encore très bon, il y a vraiment assez peu de différence, un tout petit peu de bruit qui apparaît dans les ombres, une toute petite perte de définition, mais c'est vraiment à la marge, là aussi on peut l'exploiter directement. 3200 ISO, comme d'habitude chez Nikon, première bascule avec une montée du bruit qui est vraiment très linéaire, très raisonnable. On le voit un petit peu sur les parties un peu plus claires là et sur les parties sombres ici. Petite perte de définition également sur le visage de la jeune fille ici. Mais là encore, 3200 ISO, c'est vraiment une valeur courante, facilement exploitable, sans arrière-pensée.
Deuxième bascule 6004 comme d'habitude, une fois de plus, et ça correspond exactement à ce que j'ai constaté sur les autres boîtiers Nikon. 6004, on a une montée du bruit qui est un petit peu plus marquée, une petite perte de définition également, de précision dans les contours. Une fois de plus, remettons l'image dans son contexte et dans sa taille normale, et on s'aperçoit qu'à 6400 ISO, c'est parfaitement exploitable tel quel, hein, il n'y a aucun souci. 12800 ISO, on a un vrai changement avec une perte de définition qui est quand même plus sévère. Il faut voir que l'image dans une taille normale, même sur un agrandissement A3, 3+, voire même A2, pourrait tout à fait se satisfaire de cette définition et de cette montée du bruit qui est somme toute assez harmonieuse et assez sympathique. C'est vraiment à partir de 25600 ISO que là on a un gros changement et que là l'image va demander un post-traitement beaucoup plus musclé. Et puis 51000, c'est encore exploitable, mais ça demande un post-traitement assez important. Je vous montre d'ailleurs ce que ça donne une fois que j'ai débruité cette image-là dans Lightroom. Alors voici ce que l'on obtient avec le débruiteur incorporé à Lightroom. Donc je vais agrandir pour que vous puissiez vous rendre compte exactement du traitement de ce logiciel. Alors bien sûr, le bruit a vraiment beaucoup disparu, hein. On a quelque chose qui est relativement propre, avec bien sûr des petits artefacts, hein. Vous voyez que on n'a pas tout à fait la continuité au niveau des chiffres qui sont affichés sur le numéro de téléphone. De la même façon, les inscriptions là juste au-dessus en noir sont là aussi un petit peu bizarres. Donc on n'a pas quelque chose qui est parfait, qui n'est pas complètement rigoureux. Et vous voyez par exemple aussi sur l'affichage des panneaux de direction, on a là aussi un lettrage qui devient légèrement ondulé. Bon. Après, si on remet une fois de plus l'image à sa taille normale, on va dire, on a quelque chose qui est très très propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 51000 ISO, l'image est propre, elle est assez comparable aux autres boîtiers Nikon. On va d'ailleurs voir une comparaison avec le Z8 juste après. Et une fois qu'on a activé la réduction de bruit, 51000 ISO, ça devient une valeur que l'on peut utiliser assez couramment. Alors, autre comparaison qui peut peut-être aussi vous intéresser, en JPEG direct, j'ai activé la réduction de bruit fort, donc avec un palier assez marqué. Alors on voit que on a quelque chose qui est vraiment lissé, mais qui reste quand même pas inintéressant. Je pense que pour ceux qui sont un peu pressés, qui veulent utiliser leurs images très rapidement, par exemple les envoyer par serveur FTP, eh bien on peut utiliser cette réduction de bruit. Alors fort, c'est peut-être un peu exagéré, mais la réduction de bruit moyen, je l'ai trouvée plutôt bonne et vous pouvez utiliser vos images directement de cette façon-là. Alors autre comparaison qui a également suscité mon intérêt et j'imagine aussi le vôtre, c'est la comparaison entre le ZF à gauche et le Z8 à droite. Donc là, j'ai pris le 40 f2 pour le ZF, le 51.2 pour le Z8. Alors, bien sûr, il y a une différence importante de qualité entre les deux objectifs et de prix, bien sûr, également. On le verra dans la précision et la définition, mais peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse là. Ce qui nous intéresse, c'est cette montée en bruit. Alors, déjà, on va se rendre compte qu'à 100 ISO, c'est totalement identique. Je passe rapidement jusqu'à 800 ISO, peu de différence, il n'y a pas de montée de bruit, il y a une petite différence bien sûr en définition entre les deux objectifs, on le voit en particulier sur l'arbre derrière le panneau d'interdiction de stationner. Nous sommes à 1600 ISO, je serais bien incapable de différencier les deux boîtiers sur la notion de la montée du bruit à cette sensibilité, donc une fois de plus, match nul pour moi. Allez, on va monter un peu plus haut en sensibilité parce que pour l'instant, impossible de différencier ces deux boîtiers et nous sommes désormais à 6400 ISO. 6400 ISO pour s'apercevoir que là encore, bien compliqué de différencier les deux images, en tout cas au niveau du bruit. 12800 ISO, et bien là encore, la montée du bruit est assez semblable. J'ai beaucoup de mal à départager les deux boîtiers. Il y a peut-être un tout petit peu plus de bruit là ce coup-ci sur le Z8, un petit peu ici. Là, on voit une toute petite montée supérieure, mais sur le panneau, à l'œil, moi je vois pas de grosse différence et je suis un peu surpris. D'ailleurs, je pensais que le ZF s'en tirerait mieux que le Z8 et vous voyez qu'à taille d'image identique, on est très très proche. Allez, on continue la montée. 25600 ISO, toujours le ZF à gauche et le Z8 à droite.
Et là, par contre, il y a une vraie différence, il y a une petite bascule. Le ZF conserve du détail. On a, vous voyez, sur les petites branches derrière, quelque chose qui est un petit peu plus précis, un petit peu plus défini, alors que le Z8, ça commence à être sacrément de la bouillie. Donc, sans traitement, sans post-traitement, hein, l'image est brute. Là, le ZF prend l'avantage à 25 000 ISO. C'est pas énorme, mais c'est déjà sensible. Donc si cette montée en ISO est un facteur décisif pour vous, voilà ce que ça peut donner, cette comparaison entre le ZF et le Z8. Allez, on va pousser un petit peu jusqu'au dernier retranchement à 51 000 ISO. Et à 51 200 ISO, ça se confirme, le ZF conserve l'avantage d'une courte tête, c'est un peu meilleur. Et vous voyez que sur le Z8, il y a beaucoup de points blancs, ces petits artefacts de montée de bruit, c'est beaucoup plus sensible. Et également, la définition laisse à désirer, les petits branchages qui sont en arrière-plan sont bien mieux sur le ZF que sur le Z8. Donc là, il y a un avantage assez conséquent. À 51 200 ISO, le ZF, je dirais, a une valeur d'un stop à peu près supérieure au Z8. On va dire que le ZF présente à 51 000 ISO à peu près la même qualité que le Z8 à 25 000 ISO. Mais c'est un peu une surprise pour moi, je pensais que cette différence serait un petit peu plus marquée. Alors après, bien sûr, il faut remettre les images à leur taille réelle. Vous voyez que là, même à cette taille-là, on a déjà une image qui est un petit peu dégradée sur le Z8 que je ne publierai pas de cette façon-là. Alors que sur le ZF, écoutez, c'est pratiquement utilisable en direct si le format n'est pas trop grand. Bon les amis, nous sommes arrivés au terme de cet essai sur le Nikon ZF et je voudrais insister sur un point qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai utilisé ce joli boîtier, c'est que c'est un formidable boîtier de reportage. Alors avec 24 millions de pixels, on a bien assez pour faire toutes les images en photo et en vidéo que l'on souhaite, avec une qualité superlative, avec pratiquement tous les codecs possibles en vidéo et avec une grande dynamique de lumière en photo. Bref, vous l'aurez compris, c'est un appareil tout-terrain, particulièrement intéressant, avec un AF aussi tout à fait réactif. Pas beaucoup de défauts à lui reprocher, si ce n'est une ergonomie que je lui trouve assez perfectible et un look qui pourra peut-être déplaire à certains et qui va certainement ravir beaucoup d'entre nous. Pas grand chose à dire d'autre sur ce boîtier. Alors est-ce qu'il va remplacer mon Nikon Z8? Non, je trouve que le Z8 était à la fois plus complet au niveau des codecs vidéo et puis il a un AF encore un petit peu supérieur. Pour un encombrement pratiquement identique, je garde mon Nikon Z8 et je ne l'échange pas contre le ZF. J'attends avec impatience le Z6 III, voire un Z50 II qui m'intéresserait encore beaucoup plus et ça c'est peut-être pour les prochains jours. En tout cas, je le souhaite. Sur ce les amis, je vous dis à très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, ici sur cette chaîne de test ou sur ma chaîne spécialisée sur la montagne et le ski, MPP Freeride. À très bientôt, ciao!